Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, les derniers chiffres d'emploi aux États-Unis qui montrent encore une dynamique du marché du travail exceptionnelle, on peut le dire comme ça, dans le contexte actuel aux États-Unis avec 263 000 créations d'emplois au mois de novembre. C'est au-delà de ce qu'attendait le consensus des économistes. Et ça reste, et ça restera toujours une très bonne nouvelle pour les travailleurs américains, pour les salariés américains qui voient leur salaire progresser de plus de 5% à nouveau sur un glissement 12 mois. C'est une très bonne nouvelle pour les employés, ceux qui cherchent du travail aux États-Unis. C'est une nouvelle plus compliquée évidemment à gérer pour la Réserve fédérale américaine de Jérôme Powell. Une carte qui complique peut-être encore un peu plus la donne pour la Fed. Néanmoins, on a vu dans le dernier discours de Jérôme Powell l'idée désormais ouvertement affichée que la prochaine hausse de taux, le 14 décembre prochain, ne pourrait être qu'une hausse de taux de 50 points de base. Désormais, on ralentit le rythme, mais attention, et ces chiffres du marché du travail américain nous le montrent encore, le travail n'est pas terminé sur le front de l'inflation. Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché, évidemment. Le marché digère ce rapport sur l'emploi aux États-Unis avec des taux qui repartent un peu à la hausse et des marchés américains qui sont plutôt en baisse, notamment le Nasdaq qui accuse une baisse de 1% actuellement. Quant aux actions européennes, elles tiennent plutôt bien après 2 mois de rebond intense. Cette semaine est un peu moins dynamique que les précédentes, certes, mais on tient en tout cas les niveaux qui ont été atteints dans ce rebond d'automne pour les actions européennes avec un CAC 40 qui va clôturer cette semaine autour de 6 750 points. Voilà pour les sujets du jour sur les marchés. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de Clartan Associés pour un cas d'analyse fondamentale. Le cas du jour, ce sera celui de Rexel, spécialiste de la distribution de matériel électrique basse tension. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen, une fin de semaine marquée évidemment par le rapport mensuel sur l'emploi américain. La bourse de Paris s'est parée de rouge après avoir passé la moitié de la séance dans l'attente de la publication du rapport sur l'emploi de novembre aux États-Unis. Un rapport reflétant des tensions qui perdurent sur le marché du travail, mais aussi une augmentation de la hausse des salaires. 263 000 emplois ont été créés, c'est au-delà des 200 000 anticipés. Comme prévu, le taux de chômage est stable à 3,7% de la population active, mais le salaire horaire moyen augmente de 5,1% sur un an, soit très au-dessus des 4,4% visés. À noter que le CAC se veut désormais plus hésitant. Plus près de nous, on apprenait ce matin que les prix à la production ont baissé plus que prévu en zone euro, du fait notamment d'un recul des coûts de l'énergie. Les prix producteurs ont reculé de 2,9% en rythme mensuel, mais conservent une progression de 30,8% sur un an. Pour rappel, en septembre, ils avaient respectivement progressé d'1,6% et de 41,9%. Hors énergie, les prix à la production ont augmenté de 0,5% sur un mois et de 14% en rythme annuel. Une information alors bien accueillie par le marché. Sur le plan des valeurs à suivre en cette fin de semaine sensible à l'évolution des taux d'intérêt, les valeurs technologiques rechutent. C'est le cas d'ST Microelectronics, de Capgemini et de Worldline. La plus forte hausse du CAC revient à Téléperformance après l'annonce d'un accord mondial conclu avec la Fédération syndicale des services Uni Global Union. Cet accord, qui couvre les 44 000 employés de Téléperformance dans le monde, tend à renforcer la défense du droit des salariés, à former des syndicats et à participer à des négociations collectives. Pour rappel, début novembre, l'action de Téléperformance avait plongé de 34% sur une séance après l'annonce du gouvernement colombien de l'ouverture d'une enquête sur les conditions sociales du groupe dans le pays où la société emploie 41 000 personnes. Le groupe indique par ailleurs que cet accord
accord se veut le reflet d'une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement du travail, notamment dans la santé et la sécurité. On remarque enfin le recul de Total Energy à 2 jours de la réunion de l'OPEP+, qui pourrait décider de maintenir sa production en l'état. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous en plateau chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous ce soir, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alexandre Baradès de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Chef analyste chez IG et Pierre-Olivier Beffy avec nous également. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant chez Boussard et Gavaudan et économiste. Vous étiez économiste avant d'être gérant. Économiste un jour, économiste toujours. Je commence par quelques éléments macro, si vous le voulez bien, avec vous, Pierre-Olivier. La fin d'année est toujours une période propice à la réflexion macroéconomique en vue de 2023. Il y a plein de questions, évidemment. J'en aurai qu'une pour vous. Quelle est ou quelles sont vos plus fortes convictions macro à ce stade pour 2023 ? Alors, je pense que il y a deux choses. Le premier, c'est que quand on écoute tout le débat autour de l'emploi américain, des salaires et de la Fed, je pense que d'abord, quand on écoute Powell, il est clairement repassé en mode risk management. Alors, c'est-à-dire quoi risk management ? Ça veut dire qu'il va nous faire un peu une analyse chaque fois des risques sur l'inflation, des risques sur la croissance, et puis il va ajuster sa politique selon ce qu'il voit. Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, déjà, ça veut dire que c'est pas du tout un Volcker. Volcker, lui, il n'hésitait pas. À chaque fois qu'il y avait une donnée, qu'il avait le doute, de toute façon, il montait les taux. Donc, c'était voilà. Pilote automatique. C'était, là, on a quitté, ce mode-là. Voilà, exactement. Donc, je pense que de ce point de vue, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, je pense que les questions centrales autour de ce débat, c'est est-ce que si on est... Alors, il faut voir quand même qu'on a des données américaines, notamment l'ISM américain, là, qui est passé à 49 avec les nouvelles commandes à 47. Donc peut-être qu'en janvier, on va avoir un ISM à 47 sur le manuf. Donc là, ça peut être un peu difficile sur l'aspect croissance américaine. Alors c'est bizarre parce que pour l'instant on ne le voit pas, mais on en avait déjà parlé quand on faisait le parallèle avec la récession de 73-74, où en fait les ménages pendant un certain temps en fait ont très bien tenu le coup sur la consommation parce qu'ils avaient tiré sur leur épargne et puis parce que le gouvernement avait assez soutenu la consommation. Donc ça sera à mon avis le point pivot du début d'année, savoir est-ce que la croissance économique américaine tient ou est-ce qu'au contraire on commence à avoir des peurs sur la récession. Ça peut être une marge brutale parce qu'encore une fois, quand on voit les... Oui, d'accord. Parce que les chiffres du marché du travail nous donnent l'idée d'une économie qui est, je vais dire, en plein boom. J'exagère peut-être, mais en mode expansion, toujours. Non, mais je pense que ça peut se dégrader rapidement. Tout à fait. D'accord. Donc c'est ce qu'on a vu d'ailleurs en 73-74. Encore une fois, on a plusieurs trimestres de baisse de l'investissement immobilier. On en a déjà eu 2. Je pense qu'on aura encore une 3e. On a une consommation qui est plate. Voilà, alors qui est en temps négatif, en temps positif. La consommation sera plutôt bonne au 4e trimestre. Voilà. Et puis, en fait, c'est à quel moment les entreprises commencent vraiment à lâcher sur l'investissement. Je pense qu'il y a quand même des indicateurs. Vous regardez, par exemple, la confiance des PDG aux États-Unis. Voilà, il y a plein d'indicateurs qui montrent qu'il y a quand même des scénarios où ça peut être assez brutal d'un seul coup l'année prochaine. Voilà. Alors, bon, la récession, c'est quand même américaine ou globale. C'est de la même idée ? Non, mais c'est la plus attendue bien sûr, de toute l'histoire. Oui. Alors, en fait, on dit ça, mais à la fois, le marché n'y croit pas encore. Voilà. C'est-à-dire que les courbes des taux sont inversées quasiment sur toutes les maturités qu'on faisait du 0 aux 2 ans jusqu'aux 10 ans. Donc, on est clairement, le marché obligataire nous dit, on va quand même avoir un problème de croissance. Je pense qu'il y a 2 questions. Le premier, c'est un problème de timing. Et le deuxième, c'est éventuellement quand même un problème de scénario. Moi, j'en vois 3. Le premier, c'est ce qui a repricé le marché depuis 2 mois, qui est l'idée que finalement, l'inflation va revenir vers les 2% d'ici la fin de l'année prochaine. Le consensus, il est autour de 2,5-3, donc c'est assez bas. Si on est en dessous de 3 à la fin de l'année aux États-Unis, ça sera très bien. Je parle de l'année prochaine. Oui, bien sûr. Oui. Et si l'économie tient, ça sera fantastique. Voilà, donc ça, c'est le marché le plus positif d'un point de vue macro. Après, vous avez un deuxième marché, alors lui qui est moins sympathique initialement, qui est qu'en fait, malgré, encore une fois, les bonnes nouvelles qu'on a sur les salaires, etc., on commence à avoir des entreprises qui, plus agressivement, commencent à couper l'investissement, sont un peu plus inquiètes, etc. Là, si on rentre là-dedans, ça veut dire qu'on va arriver, et notamment si ça arrive très tôt dans l'année, on va arriver d'abord dans un marché qui risque de baisser. Voilà.
Voilà. Avant, éventuellement, alors on a beaucoup de catalyseurs, ce serait presque le scénario le plus clair, celui-là. C'est-à-dire qu'on a une baisse du marché parce qu'on a des peurs sur la croissance. Et puis dans un deuxième temps, dès le deuxième trimestre, ça se trouve peut-être vers l'été, on a une accumulation de bonnes nouvelles avec la réouverture chinoise, finalement moins d'incertitude sur le cycle américain, parce qu'une fois que les mauvaises nouvelles sont pricées, on est assez content. Hein. On n'est peut-être pas content de les avoir pricées, mais enfin on est assez content de les avoir pricées une fois qu'elles sont passées. Voilà. Et puis même pour l'Europe, il y a quand même beaucoup de scepticisme sur la crise énergétique, etc. pour l'année prochaine, mais peut-être que ça se passera pas si mal que ça. Donc voilà, il y a un potentiel pour que simultanément on ait un peu des bonnes nouvelles de partout. Donc ça serait un marché qui serait baissé initialement, et puis après très boule. Et puis alors, il y a le troisième scénario, alors ce qui n'est pas mon scénario principal, mais il faut quand même l'avoir en tête parce que ça c'est un scénario qui est très très méchant. C'est que l'inflation reste encore très élevée, et il faut bien voir que d'un point de vue cyclique, l'inflation va baisser dans les 2 prochains mois. Bon, aux États-Unis, on va passer de 7,7 à 6. On va se dire, waouh, super, on baisse de 1,5. Ça y est, c'est parti. Voilà. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, comme tu l'as bien dit au début, quand on est à, là, 5%, mais même sur 3 mois, on est presque à 6% en annualisé. Hein. Donc les salaires vont très très vite. Et ils sont concentrés dans les services. Et dans les services, on sait que le seul moyen de vraiment ralentir fortement les services, c'est de faire monter le taux de chômage quand même assez fortement. Mais il ne monte pas pour l'instant. Donc on peut se trouver dans des situations où si l'inflation reste assez élevée et que l'économie a beaucoup ralenti, là, ça peut faire très très mal. Parce que le mécanisme sur les marchés, c'est que généralement en récession, on price les mauvaises nouvelles sur les profits. Mais que dans le même temps, les PE s'améliorent parce que les taux baissent, en quelque sorte, on anticipe que la Fed va venir en secours de l'économie. Mais si on se met dans un état d'esprit où la Fed va peut-être se mettre à desserrer je dirais, les taux des conditions financières, mais peut-être va le faire plus tard ou tout doucement, alors que l'économie est en baisse, là, on peut avoir des scénarios assez brutaux sur les marchés actions. Voilà. Donc moi, c'est les 3 aspects. Je pense que ça va se décider en début d'année prochaine. Ah ouais. Voilà, je pense qu'à la on pourra choisir un peu plus confortablement une de ces 3 histoires, entre guillemets, un de ces 3 scénarios assez vite en début d'année prochaine. Voilà. Il y a au moins 2 scénarios, les 2 premiers que vous avez évoqués, Pierre-Olivier, qui impliquent que la Fed arrête finalement assez vite de monter ses taux, au-delà de la hausse de taux de 50 points de base. Peut-être 75, on verra, qui est encore pricé pour le 14 décembre. Oui, moi je pense que si l'ISM américain, encore une fois, c'est une donnée à mon avis qui sera phare début janvier, si on est à 47 ou en dessous, je pense que c'est peut-être la dernière hausse de taux qu'on a. Ouais. Ouais. Alors ça peut surprendre un peu les marchés, mais je pense que c'est vraiment là. Je pense que les deux, enfin, on l'avait dit la dernière fois, c'était très consensuel ce rallye de fin d'année. Bon, on en est quand même un joli, hein, on est tous contents, voilà, les marchés sont remontés, etc. Moi je pense que là, on est quand même à un point où, au-delà de la Fed, d'abord, il n'est pas sûr que la Fed soit très très contente de l'assouplissement des conditions financières. Powell, il est très capable de nous dire, vous avez rien compris à ce que je dis la dernière fois. Donc voilà, la communication des banques centrales reste quelque chose de difficile. Voilà, donc moi je pense qu'autour de la Fed, il faut être un peu prudent et puis il faut voir un peu ce qui se passe en début d'année. Et le point pivot, je dirais, pour déterminer un peu ces scénarios, si je donnerais un chiffre, c'est 4002 sur les S&P. Voilà. Donc, si on passe au-dessus de 4002, on a... Exubérance. Et donc là, c'est Volcker. Du bear market. Ah bah oui. Parce qu'en fait, si vous regardez tous les bear markets depuis un siècle, on n'a jamais été 2,5% au-dessus de la moyenne mobile. C'était le maximum qu'on a fait, de la moyenne mobile de 100 jours. Donc après, bon, c'est une histoire de statistiques de baseball, hein, mais bon, ça marche depuis un siècle, donc quand même c'est quelque chose d'assez robuste. Et généralement, quand on dépasse ces niveaux, on est plutôt en train de rentrer dans un bull market. Donc je pense que si le marché américain reste capé vers les 4100, 4150 et qu'il le reste en début d'année, je pense que c'est un signal plutôt de repli à court terme. Si par contre, s'il y a un breakout au-delà des 4002, je pense que les gens qui sont bears vont devoir changer leur scénario. Voilà, ceux qui restent bears, en tout cas, vont devoir changer le scénario. Oui, je me tourne immédiatement vers vous, Alexandre Baranez. Au moment où on se parle, on est à 4000, allez, 4050, 4040 sur le S&P. Je ne sais pas, dans la lecture graphique que vous pouvez faire du marché ou même des comportements des investisseurs, 4002, ça paraît pas si loin. Non, ça ne paraît pas si loin, mais la structure en tout cas de la hausse a été assez lisible. Donc on avait vraiment des cycliques qui sont vraiment redéployés assez fortement sur toutes les questions post-congrès du parti en Chine, avec pas mal d'infos que le marché a bien aimé. On voit que l'obligataire high yield chinois se reprend pas mal. On voit que les marchés, même la tech, qui était très sensible, se reprend. Donc on a l'impression que la partie la plus dure sur la Chine a été vue. Moi, je pense clairement que le point bas a été fait sur l'obligataire et sur les actions. Donc ça, c'est peut-être le moteur, effectivement, le vent dans les voiles pour l'année prochaine. C'est un caillou en moins dans la chaussure. Et un gros caillou, un gros caillou. Ensuite, sur la partie de la reprise, ce qui a fait grimper les marchés en octobre-novembre, c'est qu'on a eu des data, les soft data, donc tout ce qui était ISM ou PMI,
PMI qui montrent déjà un ralentissement. Et dans ces indicateurs-là, vous avez des composantes de prix. C'est pas nouveau qu'elles se replient. Ça fait déjà au moins 3, 4, parfois 5 mois qu'on voit des tassements. Et à un moment donné, le marché s'est dit, bon, tout ce qu'on voit sur les données avancées, on va le voir. Et c'est ce qu'on a eu effectivement sur les hard data, l'inflation, CPI, PPI ou autres, qui commencent à apparaître. Et donc, octobre-novembre, il y avait encore des données macro US solides, avec des indicateurs avancés, des composantes de prix qui, elles, ralentissaient. Donc, le meilleur des deux mondes, en fait. Tassement sur les indicateurs avancés, la macro qui reste solide. Et on disait, finalement, voilà, le soft landing, je le crois toujours, le soft landing, c'est quand même la piste à privilégier. Et Powell, bravo, il va réussir ce coup-là. Donc, je le pense toujours. Mais on arrive à un moment où on commence à voir un marché. Là, c'était un marché finalement, qui priçait parfois des bad data comme good news. Et là, on a vu hier, avec l'ISM manufacturier, comme un mauvais ISM, en tout cas en dessous du consensus et du chiffre précédent. On ne paye pas. On ne paye pas. On ne paye pas, malgré le fait, ce que tu as dit, c'est qu'il y avait effectivement les composantes emploi et prix qui se tassaient. Donc ça, habituellement, c'était aussi pour le marché. Mais comme la composante nouvelle commande, effectivement, a bien reculé assez fortement à 43, je crois. Donc c'est assez costaud, 47, je ne sais plus. 43. Mais ça, le marché n'a pas aimé, voilà. Ouais. Et donc, et on voit qu'aujourd'hui, quand on rapport solide, le marché n'aime pas non plus parce que du coup, il ne sait pas trop sur quel pied danser dans la mesure où Powell a cassé un sentiment qui s'était un peu répandu dans le marché qu'on avait eu un retour un peu hawkish, un peu agressif, même certaines colombes de la Fed, qui laissaient planer l'hypothèse d'un 75 points de base. C'était le cas de Suzanne Collins, par exemple, qui est pourtant une vraie colombe, qui avait dit, bon, attention quand même. On s'est dit, tiens, si les speakers, même les plus cool de la Fed, commencent à réduire un peu le ton, c'est que Powell va nous servir quelque chose d'un peu plus dur aussi, probablement, parce que les conditions financières, c'est effectivement pas mal assoupli post-CPI. Donc, Powell a surpris un peu tout le monde. Et encore aujourd'hui, on avait des déclarations à nouveau un peu hawkish, Barkin, par exemple, ou Bowman hier. Donc, ça donne effectivement cette idée de good cop, bad cop, donc de pilotage de Powell, ça c'est très clair. Mais sur la structure du marché, on a des indices que certains sont venus en bull market ou pas loin de l'être. Et c'est surtout les cycliques qui ont poussé. Et sauf que là, on commence à avoir des datas qui pointent vraiment vers une accélération du ralentissement. En Europe, on a vu sur l'Allemagne, la balance commerciale, c'est toujours pas terrible. On le voit sur les PMI US, l'ISM, Philly Fed, PMI Chicago. En fait, tout est vraiment en train de décélérer fortement. Et même la Fed d'Atlanta, qui avait ses prévisions de croissance, c'est vrai, 4, ça a décroché un peu. Jours, voilà, c'est 2,8. Ouais. C'est pas la cata, mais ça veut dire que le marché doit, selon moi, intégrer ça comme facteur poussant la consolidation. Le marché action, notamment. Et notamment les cycliques. Il y a beaucoup de cycliques dans le DAX, dans le CAC, dans le DO notamment. Alors que les indicateurs plutôt tech, croissance, les taux, ils ont un peu baissé, ils sont bien remontés cet après-midi quand même. Mais il semble quand même que la zone des 5 reste quand même la zone un peu d'atterrissage. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer une poursuite du rebond avec un relais justement de la tech et des valeurs de croissance qui ont peiné, voire qui ont vécu une année douloureuse tout au long de 2022? Ce serait quand même assez atypique d'avoir une grosse désynchro comme ça, avec la tech qui ferait plus 15 et puis un DO ou un CAC qui ferait du 0. Donc ça, j'y crois pas trop. Mais par contre, des bottoms un peu plus larges sur le Nasdaq, qui tente de repartir, un peu comme cet après-midi, qui reprend 200-300 points de baisse. Plutôt un élargissement du bottom, mais sur l'aspect, est-ce qu'on peut la 5,5 ou 6 sur le taux terminal? La Fed, ça semble quand même. On voit que l'inflation réagit déjà, on voit que l'activité est en train de fortement ralentir. Alors après, effectivement, est-ce que les softs vont se concrétiser en hard? Ça, c'est une grosse inconnue, mais il y a quand même beaucoup d'indications un peu partout, là. L'Australie, enfin tous les pays, ça commence à lâcher. Le FMI commence à s'inquiéter d'un ralentissement un peu synchronisé Chine, États-Unis. Moi, ça, j'y crois moins, parce que la Chine, à mon avis, va repartir un peu avant. Mais ça donne, en tout cas, je trouve, du grain à moudre pour la consolidation. Mais par contre, je pense que et j'arrête là-dessus, tous les points bas, je pense, ont été faits sur le CAC, le DAX, tous les indices européens, parce que tous les gros indicateurs, IFO, ZU, Santix, etc., on voit que historiquement, quand on touche des niveaux aussi bas et que ça commence à rebondir, ça correspond à un point bas déjà fait sur le marché action. Et ça, pour moi, le point bas a été fait, donc il n'y a pas de risque de repartir. C'est pas un bear market rally, je pense pas. C'est autre chose. C'est un bull market et qui a besoin de consolider. Nicolas Brault, vos commentaires sur ce début de discussion et l'analyse du rallye. Moi, je veux qu'on en vienne au marché. L'analyse du rallye d'automne, notamment pour les marchés européens. Beaucoup de choses viennent d'être dites, quand même. Alors, vous le savez, moi, je suis dans le camp des constructifs. Donc, je suis complètement aligné avec ce que vient de dire Alexandre. Le narratif a été compliqué depuis 12, 14 mois. La récession, c'est quand même pas le sujet de décembre 2022. On en parle depuis... même on nous avait fait le coup il y a 4 ans, parce que la 7e année de croissance aux États-Unis, historiquement, ça flanche. Ça ne se passe pas comme c'est prévu. Alors, c'est facile de dire ça, puisque je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la récession la plus télégraphiée de l'histoire, souhaitée, voulue, guidée par la Banque centrale. En tout cas, il y a des économistes qui ont dit que l'inévitable ne se produit jamais et que l'inconnu se produit très souvent. Maintenant, ça veut dire quoi? Tout le monde parle de récession. Alors, je veux bien qu'on fasse parler le marché pour dire que les investisseurs sont euphoriques. Enfin,
Vous en croisez souvent. Vous avez vu une maison qui dit S&P 5000 l'année prochaine? Pardon, on va pas citer des noms. Goldman, Morgan Stanley, Bank of America et même JP Morgan qui était bullish jusqu'à octobre. C'est ballot, c'était le plus bas. Ils disent ça va d'abord flancher au premier semestre, voire qu'au premier trimestre, pour derrière, tiens c'est marrant, acheter. Parce qu'ils veulent acheter évidemment. On a tous envie d'acheter bien. Alors ça ne fait pas une réponse. Ça fait juste que, est-ce que le consensus est tel que le dit le marché ou tel qu'on le lit? Oui, parce donc, que le marché, pour l'instant, le sujet de l'année, c'était le sujet de l'inflation. Après le choc des taux, on n'est pas au bout, mais quel que soit le camp dans lequel on est, on sait que d'ici 6 mois, 3 mois ou 1 mois, le job aura été fait aux États-Unis. Le job aura été fait. Après, on va peut-être garder des taux à un nouveau seuil, durablement, mais les marchés sont des histoires aussi de dynamique, de momentum, de tendance. Maintenant, le sujet qui est commenté depuis avant l'été, c'est la récession des profits. Oui. La récession des profits arrive. The Common, elle arrive. C'est pas possible. D'ailleurs, en juillet, dites-nous que ça vient. Mais déjà en mars, on demandait à tous les dirigeants qu'on voyait, dites-nous que ça se dégrade, dites-nous que vous craquez, que vos fournisseurs craquent, et qu'en plus, comme on dispose de rien, et pas de main-d'œuvre, et pas de composants électroniques, pas de ceci, pas de cela, et qu'il y avait des problèmes dans la supply chain partout, dites-nous que ça se dégrade. Ils ne l'ont pas dit en juillet. Alors, on va dire, arrêtez de nous mentir. Et donc, ça a été encore en octobre. Et puis le marché, probablement aussi, les mois de publication sont des mois qui, en tout cas pour ce qui est de juillet, jusqu'à mi-août, octobre jusqu'à novembre, ont été favorables à une reprise. Alors, bear market rally, peut-être bien que oui, mais ce coup-ci, avec un biais, ce marché se reconstruit. Le plus bas, il y a des titres qui n'ont pas fait de plus bas depuis mai. Exemple, il y a eu des valeurs je crois, de luxe. Ouais. Depuis mai. LVMH et Hermès sont flat la depuis machine le début de l'année. LVMH et Hermès sont flat depuis le 1er janvier. Et si moi, je les ai laissés, c'était moins 30, moins 40 pour ces titres. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans? Il est indiscutable que la reprise des dernières semaines, elle est... c'est une bonne surprise, mais c'est une surprise dans son ampleur et dans sa composition, parce que l'Europe fait mieux que les États-Unis. Ben oui. Mais parce que... Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. Oui. Mais l'Europe est aussi l'endroit où il y avait le plus de consensus négatif, où la crise énergétique, même au fin fond des régions françaises, on avait compris que l'hiver serait difficile. Et pour l'instant, le consommateur européen, qui est objectivement sous un stress plus grand, résiste pas trop mal. Mais oui. Il résiste pas trop mal. La croissance est toujours au rendez-vous, la demande est ne résiste pas. Même en Allemagne. Même en Allemagne. Même plus en Allemagne qu'en France. Regarde les derniers chiffres en matière de consommation. Relatif. Donc, et dans le même temps, pour revenir à octobre-novembre, le congrès du Parti communiste chinois a-t-il lancé un faux signal? J'irai pas jusque-là. Il y a la politique, il y a l'économie, il y a cette politique anti-Covid. Et déjà, avant le congrès, un certain nombre de gens disaient il y a une rumeur, c'est Mars. Il y a une rumeur, les Chinois, dans certaines villes, s'en prennent aux forces de police. Ça ne date pas de Foxconn la semaine dernière. Et les jeunes ont envie de participer quand même à une vie à peu près normale. Donc il n'y a aucune raison, dans un scénario que tu as peut-être implicitement évoqué, il y aura une revanche de consommation en Chine, probablement, comme elle a eu lieu en Europe, alors que il y a 1 an et demi, c'était pas gagné. On le voit sur le tourisme, au 3e trimestre en Europe, ça a été explosif. Et ce sera encore sans doute bon pour les vacances d'hiver, en tout cas ce que nous disent tous les loueurs saisonniers, aussi bien à la montagne qu'à la mer. Alors, tout ça, c'est des beaux mots. Évidemment, je ne sais pas, mais le biais, c'est, je pense, depuis un moment, et pour l'année 2023, quand ça ne va pas, il faut se demander si c'est des points d'entrée. Parce que c'est rare de trouver des phases, comme il y a 2 mois, où à la fois l'obligataire et les actions
était relativement séduisant. C'est pas la fenêtre incroyable, historique, mais eu égard au narratif uniformément préoccupant, il y a toujours des bonnes raisons, hein, des changements à la marge sur la Chine. Il y a eu évidemment l'effet de l'inflation publiée, mais en amont, la baisse des matières premières, le risque récessif en Europe qui diminue parce qu'on consomme moins et l'automne est une série de... La rencontre de Xi Jinping et de Biden, ça déstresse, les marchés réagissent. Donc, ce que j'ai envie de retenir comme message, c'est que pour les obstacles futurs, et on va en avoir, hein. Janvier, février, ça va être chaud, hein. Il ne faut pas perdre pied. C'est trop tard de perdre pied. Et on va avoir des choses à surveiller, particulièrement sur les résultats des entreprises, je crois. En tout cas, on va regarder certains postes avec attention, mais on y reviendra. Bien sûr. Pierre-Olivier, sur l'Europe spécifiquement, alors l'Europe, toujours un foyer de négativisme, de pessimisme pour l'ensemble du monde, évidemment, parfois pour des Européens eux-mêmes. Le consensus économique sur l'Europe n'a cessé d'être révisé à la hausse tout au long de l'année. Enfin, je veux dire, au mois de mars, évidemment, on avait tous les éléments pour penser que l'économie européenne allait se cracher au mois de mars après le déclenchement de la guerre. Rien de tout ça n'a eu lieu. L'Allemagne n'est pas entrée en récession, en tout cas au terme du 3e trimestre, par exemple. Est-ce qu'il convient de reporter tout le pessimisme qu'on avait pour 2022 sur 2023 concernant l'Europe, en se disant que les mauvaises nouvelles arriveront quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'on peut quand même tirer des leçons, des enseignements de cette histoire européenne? C'est un peu la fable du bourdon que nous racontait Mario Draghi. L'Europe, la zone euro, c'est comme le bourdon, c'est gros, ça a des petites ailes, ça n'a rien pour voler, et pourtant ça vole. Oui, c'est vrai. Je me souviens de ça. Non, mais... Moi, j'ai 3 points à commenter, notamment aussi pour faire le lien avec ce qui a été dit. D'abord, en fait, l'Europe, sur les marchés, c'est vrai que quand on est... Alors, pour le coup, on n'est plus techniquement en bear market en Europe, ça c'est clair. On est vraiment plutôt en bull market déjà. Mais... Avant les US... Non, mais attends, petite parenthèse. Non, les US avant sont les US... toujours techniquement Non, mais bear justement, que l'Europe sorte du bear market avant les US... Il faut s'en réjouir ou il faut s'en inquiéter? Justement, je pense qu'il y a 2 points là-dessus. Le premier, c'est que nous, on regarde en euros. Si on regarde en dollars, l'Europe, c'est pas mieux que les US. Hein. Non. Voilà. Un point Donc majeur. après, pour un investisseur étranger, l'Europe, c'est pas le nirvana aujourd'hui. Mais là, ça monte avec un euro qui monte quand même aussi. Ah bah non, mais techniquement, là, récemment, oui, on a eu le meilleur des deux mondes. Ça, c'était plutôt sympa. Oui. Mais je veux dire, enfin, si on fait year to date, on est quand même en baisse de 15% de dollars. Oui. Voilà, donc un investisseur américain, qu'il investit sur le S&P ou sur l'Europe, pour lui, il n'y a aucune différence. Voilà. Après, nous, en tant qu'Européens, on est très contents. On se dit en monnaie locale, c'est génial. Voilà, ça c'est apprécié. Puis c'est pour une fois. Bah donc, oui, en fait, on va pas se priver de le célébrer. C'est plutôt. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut un peu relativiser ce bel affichage en monnaie locale, parce qu'il y a aussi de l'autre côté quand même de la baisse de l'euro. Voilà. Le deuxième point, moi, il me semble que ce qui est très positif en Europe à court terme et pour les trimestres qui viennent, c'est qu'il y a encore un soutien budgétaire monstrueux. Non, mais il faut quand même réaliser qu'aujourd'hui, en Europe, on a des déficits publics. Alors en France, on est entre 5 et 6%, et ça sera la même chose à peu près l'année prochaine. Donc on n'est pas du tout dans un monde normalisé. Et en fait, sur la crise énergétique, pourquoi la consommation tient bien? Parce qu'on a amorti de tous les côtés. Il y a des aides de partout. Et puis, même si le pouvoir d'achat, qui est une grosse question des Français depuis le début de l'année, il semble qu'il y a quand même qu'ils ont perdu un peu en pouvoir d'achat par tête. Mais enfin, il y a de l'emploi qui a été créé. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de problème sur la consommation aujourd'hui en Europe, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi ce qui me gêne, et c'est là où je trouve les US plus sains que l'Europe, c'est que tout ça, c'est quand même fondé sur de la dette publique. Hein. Il faut quand même bien avoir ça en tête. Le jour... C'est un schéma de croissance qui est plus tenable, ça. Le jour où ça va s'arrêter, et notamment parce qu'à mon avis, l'argent est plus gratuit. Voilà, on est rentré dans un nouveau monde. Alors les Anglais ont été les premiers à le tester rapidement, puis finalement ils sont vite rangés. Moi je pense qu'à un moment, il faut aussi réaliser qu'en Europe, il y aura quand même un gros problème là-dessus. Voilà. Donc je pense que le paradoxe, c'est que en fait, les marchés américains me semblent plus dangereux paradoxalement à court terme. Mais ça va être beaucoup plus sain et beaucoup plus lisible. L'Europe, ça peut être très bon encore pour un certain temps, mais si un jour la machine budgétaire se grippe, soit pour des raisons... c'est le risque d'une austérité à marche forcée. Soit les marchés, parce que la prime de terme augmente, ça peut être aussi un scénario. Là, ça sera plus compliqué. Donc en fait, je trouve que la croissance à long terme européenne est un peu moins saine que paradoxalement... Et d'un point de vue de marché,
Est-ce que c'est pas un marché qu'on a envie d'avoir en portefeuille là pour dans le sillage du vent d'automne qui nous porte vers 2023? Moi, je pense qu'encore une fois, en relatif, surtout en tant qu'Européen, si on n'a pas le problème du change, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, l'euro a quand même bien rebondi. Bon, est-ce qu'on met l'euro à 1,10 ou 1,20 l'année prochaine avec la dégradation des termes de l'échange qu'on a eu? Bon, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de repricing. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles là qui sont bien repricées. Moi, je le vois par exemple en Chine. Bon, si on regarde le marché action chinois, il a quand même compris qu'il y avait quand même des bonnes nouvelles. Le CNH, ça va vite. Voilà, ça va assez vite, quoi. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont déjà un peu là. Donc après, il peut y avoir des nouvelles qui se reconfirment. Peut-être que la Chine va vraiment rouvrir, faire du stimulus et compagnie. Peut-être déjà consommer une partie des bonnes nouvelles. Voilà, mais pour on peut en avoir plus, mais bon. Ouais. Bon, sur la dynamique de marché, donc oui, cette idée que l'Europe sort du bull market, du bear market, j'ai du mal à me souvenir qu'il y a sort du bear market avant les États-Unis. C'est quand même pas habituel. Non, c'est pas habituel, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours des pare-feux qui existent. Je suis d'accord, c'est vrai que la question budgétaire, on va dire que le FMI a commencé à mettre un petit peu son grain de sel dedans par rapport à la France, fin de quoi qu'il en coûte, etc. Donc ça, c'est clair. Ils sont payés pour alerter, le FMI. Voilà, mais ça vient comme message un peu soft au départ, et puis chaque pays a bien conscience que la trajectoire exceptionnelle des 2 dernières années ne peut pas être maintenue. Donc ça, chacun fera des efforts pour ça, mais il y a quand même tous les instruments près de la BCE. On voit actuellement que le fait d'avoir dessiné un TPI, un instrument anti-fragmentation, sans l'avoir encore utilisé, sur des spreads qui sont pas mauvais, qui sont bien comprimés pour l'instant, enfin moins qu'il y a un an et demi, mais ça reste tenable pour l'instant. Même l'Italie, on est quoi à 180, donc c'est pas des niveaux. On n'a jamais aussi peu parlé de l'Italie depuis les élections italiennes. Et il y a ça, et puis il y a le fait aussi que l'Allemagne, du coup, qui a des capacités budgétaires, alors ça fait grincer les dents parce que c'est perçu comme un peu peut-être déloyal par rapport aux voisins qui ont moins cette capacité-là, mais pour l'ensemble de l'Europe, ça veut dire que ce noyau dur reste toujours solide. Ils font du soutien massif budgétaire parce qu'ils ont la capacité de le faire, donc indirectement, ça bénéficie quand même à l'ensemble de la zone. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est un peu acheté globalement par les investisseurs. Puis peut-être qu'aussi la partie géopolitique compte un peu là-dedans, parce que Macron aux États-Unis, ça, pour lisser un peu le lien avec les États-Unis, peut-être a enlevé certains aspects un peu trop anticoncurrentiels américains. Voilà, donc je pense que certains font le lien entre le rapprochement qui est nécessaire par rapport au choc géopolitique, et que ça va aussi se faire par des combinaisons économiques. On voit certains circuits qui vont se remettre en route, peut-être sur des choses stratégiques, semi-conducteurs, santé, etc. Donc le reshoring de certaines activités n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Ça peut être un peu inflationniste quand même, mais pas une mauvaise chose pour l'activité. Donc j'ai l'impression que tout ça, ça joue un petit peu là-dedans. Les multiples aussi étaient un peu plus délirants. Le CAC au point bas septembre, on doit être à moins de 10 fois les bénéfices. On est passé sous les 10 fois. C'était en dessous des moyennes 5 ans, 10 ans. Donc bon, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Voilà, je vois pas de raison. Le vrai risque, c'est là on entre la période un peu plus froide. Le gaz a un peu rebondi là depuis 2 semaines, ça repart un peu sur les prix du gaz. Le pétrole suit un peu. Mais normalement, ce qui est pas mal, c'est que le ralentissement économique mondial, normalement, va faire pression quand même à la baisse sur l'énergie. On l'a bien vu d'ailleurs, quand l'OPEP a dit on va couper de 2 millions, boum, on monte au-delà de 90, mais toutes les datas derrière macro qui montrent le ralentissement, pression à la baisse sur le pétrole, les États-Unis qui disent nous on rachètera à $70 pour les stocks stratégiques. Inconsciemment, je pense que peu de gens ont envie de jouer contre ça. Si les États-Unis disent on veut racheter à 70, on voit qu'il y a un petit coup de pression cette semaine sur les producteurs pétroliers US pour que la production augmente. Donc l'énergie, normalement, elle ne doit pas, à moins de. Le seul truc qui peut la faire remonter, c'est vraiment un choc géopolitique qui s'accroît. Mais sinon, pour moi, c'est plutôt atterrissage toujours en douceur des commodities et pas l'inverse. Ou la Chine qui rouvre plus vite. Alors voilà, ça c'est le problème sur le pétrole. Est-ce qu'une reprise chinoise est souhaitable? Ils vont rouvrir si vite parce qu'en plus ils ont des habitudes, ils se confinent eux-mêmes, etc. Mais il ne faut pas qu'ils rouvrent trop vite. Pour moi c'est inconnu sur le pétrole. Je pense que l'analyse est très bonne et moi j'ai la même idée aussi. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que le pétrole baisse d'un point de vue macro et pour les marchés. Donc je suis complètement là-dedans. Et c'est vrai que le risque que je vois un peu à court terme, c'est que ça soit trop positif en Chine. Ça serait pas une bonne nouvelle pour nous en fait, parce que je pense que ça va remettre une très forte hausse sur les comos. La Chine encore une fois est déjà un peu pricée dans les comos. Il y a eu des rebonds, on voit que le cuivre, même le fer, alors que du fer qu'il y en a partout, qui reprend des niveaux un peu élevés. Il ne faudrait pas que la revanche du consommateur chinois soit trop violente. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très bon du côté énergie-inflation. Toujours une question ambiguë. Est-ce qu'on a envie de voir la Chine rouvrir pour la croissance de certains secteurs et de certaines entreprises? Oui, sans doute. Pour la partie inflationniste, parfois un peu moins. Bon. Nicolas, si ça vous inspire, sinon je voulais qu'on vienne aussi à l'investissement action. Ce qui est important aussi, c'est de dire qu'en Chine, les 12-18 derniers mois ont marqué le chinois. Et il ne sort pas de chez lui parce qu'il a peur de ne pas y revenir. De se faire attraper dans un test. Ils font 2 tests par jour, 5 tests par jour. Et donc, quand on écoute la musique des Rémi Cointreau, LVMH, avant le Chinese New Year, ils ne s'attendent pas à une grande saison. Donc, ça ne va pas sortir comme
on soulève le couvercle d'une cocotte. Ouais, hein. ouais. Après, on C'est voit plus progressif. facilement chez soi, Mais ça se met en place une gestuelle où le pragmatisme Ouais. peut-être se met en place pour quelque chose au mois de mars. Et en mars, on sera plus Alors, proche d'un les nouvelles point du bas jour, peut-être de la croissance Voilà. ou de En tout cas, l'activité. il refuse d'accueillir. Il devait avoir un Grand Prix de F1 en avril, je crois, en Chine. Bon, ils ont reporté à nouveau l'événement. Enfin, ils l'ont annulé ou reporté en disant qu'ils ne seraient pas prêts, en tout cas sanitairement parlant, pour accueillir un événement international de cette ampleur. Et puis dans les petites nouvelles, effectivement, qui font dire que la politique évolue, c'est à Pékin, je crois, certains officiels estiment que désormais les personnes atteintes du Covid peuvent rester à l'isolement chez elles, à domicile. Parce que le confinement en Chine, c'était dans des centres de confinement, pour le dire autrement. Donc c'est déjà une évolution quand même importante pour le citoyen chinois, j'imagine. Sur l'investissement boursier pour 2023, quel type de qualité on cherche quand on est investisseur boursier, Nicolas, et à quel type de prix on a envie de regarder la qualité? Le paradoxe dans ma posture, peut-être, c'est que j'ai envie d'être constructif. Enfin, faut pas s'emballer. Hein. On vient de connaître un mouvement d'ampleur et on a encore des obstacles. Donc les obstacles, il faut les franchir. C'est en les franchissant qu'on va reprendre confiance. Donc je pense que cette période, depuis septembre, c'est une période où il faut essayer de reprendre confiance en soi, qu'on soit bearish, qu'on soit value, croissance, quelle que soit l'approche, parce qu'on a pris des coups toute l'année, tout le monde en a à peu près marre. Bon, quand on est long only comme nous, ça s'arrêterait là, on ne serait pas mécontent, hein, évidemment. Mais reprendre confiance pour 2023. Retrouver un peu des marques. On a été secoués. Et de ce point de vue-là, je suis assez optimiste. Mais néanmoins, on a des sacrés défis. Parce que les sujets qui sont en filigrane de la publication du T3, bon, d'abord, il n'y a aucune société qui nous a donné une guidance 2023 digne de ce nom. C'est-à-dire que, pour ne pas en donner, il disait, il n'y a pas assez de visibilité pour vous en donner. Ce qui veut dire que, en fait, c'est pas bon, hein, quand même. C'est plus un biais baissier, un biais haussier, mais c'est pas chiffré. Et puis concrètement, on a vu que les free cash se dégradaient avec notamment la Constitution. Donc les BFR étaient très mobilisés. Et ça, c'est un sujet central hein, pour les valorisations. Et puis dans un contexte de taux d'intérêt qui ont changé de seuil, hein, de régime. Ouais. Donc ça, il va falloir regarder d'extrêmement près. Le sujet des inventaires, qui est déjà un sujet depuis 2 trimestres, au moins le dernier, moi je suis plutôt pessimiste là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'on sent bien que après avoir passé 18 mois de tension de la supply chain qui n'est pas achevée sur certains aspects, on entend la logistique terrestre par exemple, c'est plus du tout maritime, mais enfin il y a des points de tension. On va vite passer peut-être d'une situation où ce sont des stocks de précaution à trop de stocks. Ouais. Parce que le sujet de la demande qui décline, il s'est propagé depuis 2 mois. Ouais. La hausse du marché n'a rien à voir avec ça. Alors dans l'industrie, ils disent qu'ils ont quand même encore des carnets de commandes suffisamment garnis pour avoir de la production à délivrer au moins pendant quelques mois, voire quelques trimestres. Oui, mais on va être sûr... À demande ISO. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on va être sûr que les commandes sont des vraies commandes et pas des doubles commandes, parce que quand on vous dit... L'agent économique, si on s'en sort correctement l'année prochaine, le consommateur est déprimé depuis 12 mois, au moins même aux US, et il est toujours vivant. L'agent économique s'adapte. Ça, je crois fondamentalement. Le financier, et il s'adapte de plus en plus vite, moi, je pense. Oui. On est fait pour essayer de lire devant et d'anticiper. L'agent économique, il s'adapte. Et dans les entreprises, on s'adapte aussi. Bon, maintenant, on veut être sûr que les commandes des acteurs des semi-conducteurs qui disent qu'ils en ont encore pendant des années, c'est de la vraie commande et pas du double ordering. Vous voyez ? Donc, il y a ce sujet des stocks, il va falloir l'examiner. Et puis, il y a le sujet humain. Et le sujet humain, c'est le sujet du jour, avec la statistique du jour. Mais on voit bien qu'un certain nombre de... Peut-être dans tout l'hémisphère nord, Chine peut-être exclue, je ne sais pas, le Covid est toujours là. On a perdu des gens, des employés. Des gens ont quitté le monde du travail, changé de vie. La démographie est négative partout, les baby-boomers. En Chine, ça s'accélère évidemment ailleurs. Donc il y a l'affectio societatis dans les sociétés avec le télétravail, forcément se dégrade.
Donc l'enjeu social peut évidemment passer par la contrepartie. C'est très bien que les gens, que le seuil peut-être de l'emploi reste plus élevé dans la prochaine récession tant attendue, mais ça aura une conséquence peut-être sur les marges des entreprises, puisque beaucoup de secteurs ne vont pas vouloir licencier, parce qu'ils n'ont déjà pas réussi à faire revenir ceux qui étaient partis. À recruter, oui. Donc ça, c'est un sujet super important, qui explique peut-être le chiffre d'aujourd'hui, ou le profil. Alors ça a la conséquence, toi tu dirais, la Fed, du coup, va peut-être pas baisser ses taux derrière, parce qu'en fait, l'emploi ne va pas répondre aux attentes de Jay Powell, qui cible l'emploi. Encore cette semaine, je crois. Il cible l'emploi. C'est un pivot qui serait stoppé. Quelques pistes pour janvier, février. Et non, mais du coup, on a déjà identifié les entreprises qui sont capables justement de franchir ces obstacles qui sont encore devant nous. On arrive à voir des entreprises dont on est suffisamment convaincu qu'elles ont la capacité justement à... Oui, mais... C'est sectoriel, c'est encore plus fin que ça comme dispersion. Je crois que le monde de l'entreprise, globalement, j'ai pas beaucoup de sujets, de sociétés, de noms naturels qui me viennent à la tête en disant eux, ils ont vraiment fait l'erreur l'année dernière. L'erreur qui se paye content cette année. C'est très différent de 2007. Où là, il y avait une espèce de frénésie d'acquisition avec le private equity qui faisait remonter les multiples, etc. Là, en 2021, toutes les boîtes qui en avaient déjà les moyens, avant que les taux ne montent, on dit on ne le fait pas, c'est trop cher. Non, les prix ont baissé. J'enchaîne sur autre chose. Les marchés ont remonté, le CAC a remonté, le Dow Jones a remonté, et dans bull market aussi peut-être. Mais les valeurs moyennes, c'est très à la traîne. Et les small cap, c'est moins 26, moins 27 le tarif. Les bons fonds small cap, c'est moins 26. Donc l'élargissement à venir, il doit aussi... j'irai voir dans ces segments-là. C'est beaucoup trop tard pour vendre des small cap. Non, ça fait des années que tout le monde les a vendus déjà, les small cap. Non, mais c'est vrai, ça fait déjà une paire d'années que c'est compliqué sur les small cap pour X, Y, Z raison. Oui, on peut avoir un élargissement comme ça du rallye à des segments qui sont en berne depuis longtemps. Et même les small caps, ça a été le gros coup dur à partir de 2018 déjà. Oui, un bon exemple, c'est sur le marché américain, par exemple, le Russell 2000, donc énorme échantillon de small cap US. Il avait déjà commencé à latéraliser dès 2021, alors que tous les large cap étaient encore cabrés vers le nord. Et ensuite, les small ont baissé en même temps que les larges en 2022. Mais d'un point de vue valo, d'un point de vue technique aussi, ça compte quand même. On a vu beaucoup de réactions sur le Russell 2000, typiquement sur les trendlines formés depuis 10 ans à peu près. Des réactions très très précises à 2 reprises sur ces niveaux-là qui montrent que, au-delà de l'aspect juste actualité, peut-être les algos, les gérants ou autres, on œille quand même sur des niveaux, sur les trendlines de long terme. Et ces deux-là, à 2 reprises, ont réagi. Ça réagit aussi par rapport aux données de la Chine, les small. Donc moi, je trouve qu'il y a des bonnes affaires à faire sur la partie small US en ce moment, justement, qui est en retard en termes de tendance. Ça pourrait être un truc intéressant. Et puis juste 30 secondes sur la partie européenne. Plus globalement, là, cette semaine, c'est UBS qui a dit notre service de gestion de fortune n'a jamais autant de cash depuis 2008. Donc, il y a 2 façons de voir la chose. C'est dramatique, attention, planquez-vous. Ou alors, plutôt de l'interprétation. Il faut en faire quelque chose, oui. Exactement. C'est-à-dire se dire, dès qu'il y aura un trou de 5, 6 et quelques, ça va être un sacré amortisseur, à mon avis, à la baisse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trou d'air. Mais normalement, ça va limiter quand même le potentiel baissier. Ça veut dire aussi que certains ont raté une partie du rallye, très probablement. Ils ne rateront pas, ils ne devront pas rater la deuxième. Pierre Livier, dans une stratégie globale macro comme celle que vous pilotez, où est-ce que vous voyez les moteurs de performance les plus importants pour 2023 côté obligataire, côté action? En fait, je pense que le segment qui est aujourd'hui le plus attractif, c'est le crédit d'entreprise, notamment investment grade sur 2-3 ans. C'est le truc le plus stable, parce que si vous avez une baisse des taux, en plus, vous serez compensé un peu. Donc, vous avez le temps de voir un peu. Voilà. Après, meilleur risk-reward là, qu'on peut imaginer avec la visibilité ou les incertitudes qu'on peut encore avoir. Bon, moi, je suis un peu plus prudent que Nicolas et Alexandre, comme vous l'avez compris. Mais moi, je pense, par contre, qu'il y a un scénario où on a peut-être un bull market structurel qui va durer bien une décennie, justement, sur la value, les small caps, etc. Mais pour ça, il faut une condition au niveau macro. Il faut qu'on passe à un système pour moi, de contrôle de la courbe des taux aux États-Unis et de politique budgétaire qui soutient raisonnablement l'économie, mais qui n'en fait pas trop. Neutre plus, quoi. Parce que si vous avez des conditions financières de long terme qui sont stables, où on n'a plus peur de l'inflation, où on n'a plus peur de ces questions qu'on se pose sur les salaires, etc., et où la Banque centrale dit, voilà, moi, 3-4% d'inflation, je peux vivre avec.
avec une économie qui croît raisonnablement, alors là, ça va devenir très, très positif. Je pense qu'on n'est pas encore aligné là-dessus. On n'est peut-être pas si loin que ça, en fait. Mais je pense que pour moi, c'est le catalyseur essentiel que je regarde pour l'année prochaine. Voilà. Et en Europe, c'est un peu le paradoxe, mais comme je l'ai dit, voilà, je pense que nous, on a un peu un ajustement à faire budgétaire qu'on n'a pas du tout fait encore. Donc, il y a quelque part à prendre le coup de cette crise énergétique qu'on n'a pas complètement pris. Donc, il va falloir le prendre celui-là. Une fois qu'on l'aura fait, de toute façon, je pense que la Banque Centrale Européenne, elle est déjà plus ou moins en train de nous expliquer que les taux italiens ne peuvent pas aller n'importe où, etc. Donc, elle aussi, elle fera un peu la même chose. Voilà. Bon, on va rester sur l'idée ou l'hypothèse ou la possibilité d'un bull market structurel pour une décennie. Là, on va rester sur cette note-là. Les gens voulaient être bullish aujourd'hui, j'en ai Non, mais on a été pessimiste toute l'année, on a le droit de se faire plaisir. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Olivier Beffy, Boussaré-Gavaudan, Nicolas Brault, Autingre, Banque Privée et Alexandre Baradez, IG. On se retrouve lundi d'ailleurs, Alexandre, à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse ensemble. Merci à tous. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour un exercice d'analyse fondamentale. Le cas du jour est celui de Rexel qui nous est présenté par Elisabeth de Saint-Léger, gérante chez Clartan. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour parler de Rexel, qui n'est pas forcément une boîte très grand public, même si beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie ou le bâtiment connaissent forcément Rexel, spécialiste de la distribution d'équipements électriques basse tension. Je vous laisserai peut-être compléter le profil de l'entreprise, sachant que c'est une entreprise qui s'est énormément transformée ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, il faut remonter même avant la crise pandémique. Oui, tout à fait. Ce qui a d'ailleurs été un des facteurs de résilience, j'imagine, de l'entreprise Rexel à travers la succession de crises qu'on connaît depuis 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de cette transformation chez Rexel et de ce nouveau profil d'entreprise peut-être ? Oui, alors tout d'abord juste pour situer, parce qu'en effet, comme c'est un acteur B2B, c'est moins connu du grand public, c'est en fait le deuxième acteur mondial derrière Sonepar, qui est aussi une entreprise française. Bien sûr. À capitaux privés. Oui. Rexel est coté, ce qui nous permet d'en parler ce soir. C'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'environ 18 milliards d'euros, qui est présente dans 24 pays, donc c'est un acteur global, avec 26 000 collaborateurs. Donc c'est une entreprise importante et qui distribue du matériel et des solutions électriques à des clients qui sont soit des installateurs, donc quand on parle d'installateurs, ce sont des installateurs petits, comme les artisans, ou grands, donc des gens qui sont spécialisés dans la gestion des bâtiments, par exemple, ou des utilisateurs finaux, donc là, carrément, des opérateurs de bâtiments tertiaires ou des industriels qui s'occupent de tous les aspects électriques de leurs usines. Vous l'avez dit, c'est une entreprise qui distribue des produits et des solutions et des services. Voilà. C'est une partie de la transformation, c'est ça, Elisabeth ? Tout à fait. C'est de plus en plus, il y a de plus en plus finalement de valeur ajoutée dans les équipements électriques, parce que l'électrification pénètre dans de plus en plus de domaines de l'activité. Et c'est là qu'un distributeur professionnel se différencie par l'accompagnement qu'il apporte à ses clients. En technicité, en formation, voilà. Et tout ça, c'est ce qui permet aussi de monter en gamme et de monter la valeur ajoutée apportée à ses clients. Et c'est une entreprise qui s'est elle-même énormément numérisée, digitalisée, Elisabeth, dans sa manière de fonctionner, dans la manière d'entretenir sa relation avec ses clients ? Oui. Alors, il y avait en effet 2 grands axes dans la transformation que Rexel a opérée sur elle-même on va dire dans la dernière partie de la décennie 2010-2020, qui a été assez chahutée pour l'entreprise. Le patron d'alors s'appelait Patrick Bérard, et il a axé, il a pris 2 axes vraiment majeurs. D'abord, l'ajustement du maillage.
Parce que c'est à peu près 60% du business, c'est du business de proximité. Et la rentabilité est très corrélée à la part de marché là où on se trouve. Et donc, une des premières choses, c'est d'avoir le bon maillage, c'est-à-dire le bon tissu, le bon niveau de agence, entrepôt, etc., pour être vraiment efficace et pour avoir plus de parts de marché là où on se trouve. Quitte à ne pas être présent dans certaines géographies. Donc c'est ce choix pour permettre d'être numéro 1 ou numéro 2 dans les différents pays d'Europe, par exemple. Et puis il y a eu un gros travail fait aux États-Unis, qui est le premier marché du monde et où Rexel n'était pas suffisamment présent. Et donc là, il y a eu une réflexion pour être présent dans les États qui comptent, c'est-à-dire dans les États où Rexel a de vraies perspectives. Et puis d'accélérer l'acquisition, parce que c'est un modèle d'entreprise qui a toujours mélangé croissance interne et externe. Croissance organique et croissance externe. Et il y a une acquisition majeure qui a été faite. Et puis la deuxième chose, le maillage, axe, effectivement, ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe ? Deuxième axe, c'est la digitalisation. Alors d'abord comme canal de distribution. Évidemment, pendant la crise Covid, comme ce fut utile. Voilà, comme vous y référiez, c'était fondamental d'avoir déjà avancé. Et on partait de 13% de ventes digitales en 2016. On est déjà aujourd'hui à 25%. Donc c'est quand même, ça va vite. Et au-delà du digital comme canal de vente, c'est le digital dans le fonctionnement de l'entreprise, comme outil pour être plus efficace, pour apporter plus de sécurité aux clients, et plus d'outils aux vendeurs, avec l'intelligence artificielle au service des vendeurs. Est-ce que cette transformation est complétée aujourd'hui ? Vous l'avez dit, il y a eu un patron emblématique, Patrick Bérard, qui n'est plus là aujourd'hui. Il y a eu une passation de pouvoir qui s'est faite d'ailleurs il y a environ un an, je crois, avec le nouveau DG qui s'appelle Guillaume Texier. Est-ce que ça veut dire que la transformation du groupe, en tout cas ce qui a été initié par Patrick Bérard, l'ancien patron, est terminée, complétée ? Ou est-ce qu'il y a une passation qui est aussi une poursuite de cette transformation de l'entreprise ? Alors, c'est tout à fait dans la poursuite et dans l'accélération de ces bons fondamentaux. C'est pas une rupture, c'est une vraie passation et une vraie transition. Il y a une transmission qui se fait. Guillaume Texier s'appuie sur la transformation qui a été menée. Et en fait, aujourd'hui, ça va être une lapalissade, mais Rexel, en tant que distributeur de solutions électriques, est au cœur d'un grand enjeu de société qui est la décarbonation. Et qui passe par plus d'électricité dans les bâtiments, dans le transport, dans les infrastructures. Est-ce que ça confère à Rexel un statut de valeur verte aujourd'hui, en tout cas de valeur apportant des solutions à la transition énergétique et climatique ? Oui. Et les grands axes stratégiques adoptés par Guillaume Texier découlent vraiment de cela. Parce qu'il y a un premier axe qui est accélérer la digitalisation et notamment tous les outils d'intelligence artificielle qui permettent aux vendeurs de savoir quelle est la meilleure offre à apporter à son client et donc qui est un gage à la fois de plus de dynamisme dans les ventes et puis de meilleure rentabilité. Il y a le deuxième grand axe qui est autour des enjeux ESG. Et donc ça, c'est les engagements que l'entreprise prend elle-même de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à travers ses offres, de permettre à ses clients d'avancer dans la décarbonation. Et ils ont pris des engagements de réduction scope 1 et 2, ça veut dire pour eux-mêmes, et scope 3 pour leurs partenaires, qui sont très ambitieux et qui sont
tamponné par la Science Based Target Initiative. Donc ça, c'est vraiment le Graal quand on parle de réduction. Ouais, c'est un truc solide. Hein. Les initiatives validées par la science, fondées sur la exactement ça. C'est un label qui fait foi aujourd'hui pour ce type d'entreprise et dans vos métiers. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont vous gérez cette position chez Clartan, d'ailleurs, Elisabeth? Est-ce que c'est une valeur que vous connaissez, entre guillemets, depuis longtemps? Est-ce que pour vous, c'est une valeur nouvelle dans votre univers d'investissement? Et comment vous gérez la position d'une valeur qui reste quand même une valeur cyclique, même si je comprends que la transformation permet peut-être de lisser un peu la cyclicité de l'activité de l'entreprise. Ça reste quand même une valeur corrélée au cycle industriel ou au cycle de l'immobilier. Oui, très clairement, c'est une valeur qui, dans le cours, réagit aux humeurs sur le cycle. Et à juste titre, je dirais, parce que sa croissance organique est très liée à la croissance du PIB, grosso modo. Donc, ça, c'est indéniable. Et donc, on peut effectivement se poser des questions avec le cycle de la construction qui ralentit, sachant que l'immobilier résidentiel, c'est un peu moins de 30% du chiffre d'affaires de Rexel. Donc, c'est pas neutre. C'est pas rien, oui, non. Voilà, c'est pas rien. Après, il y a des... D'abord, nous sommes tout d'abord dans une perspective de long terme. Donc, ce qu'on regarde d'abord quand on s'intéresse à une entreprise, ce sont ses fondamentaux de qualité, pour voir si elle rassemble nos critères de beauté. Et les critères de beauté pour nous, c'est d'avoir un avantage concurrentiel, et ça, elle l'a, d'être sur des marchés porteurs, et donc l'électrification. Tout ce que vous venez de décrire le valide, oui. Bien. C'est d'avoir un management de qualité, c'est le cas aussi, et c'est d'avoir une santé financière qui permet d'avoir les moyens de ses ambitions. Ouais. Là aussi, on est dans les clous parce que c'est un modèle qui génère beaucoup de cash, dont l'endettement est aujourd'hui au plus bas. Malgré le fait qu'ils ont fait une grosse acquisition aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, mais ils génèrent du cash et donc leur endettement leur permet d'envisager, ce qui est le cas dans leur plan, des acquisitions, d'autres acquisitions. Donc ça aussi, bien sûr, il y a le cycle, mais il y a le fait qu'on peut continuer aussi la croissance externe. Et puis, voilà. Donc tous ces critères de beauté sont là. Après, on n'est pas autiste sur le cycle, mais il y a aussi d'autres facteurs dans ce nouveau monde. C'est une valeur qui est extrêmement bien tenue, je le dis, à travers cette année 2022. L'année 2022 ils sont quasi flats depuis le 1er janvier. A été explosive en termes d'activité. Le T3, là, ils sont en croissance à 2 chiffres dans toutes les géographies, tous les marchés finaux, etc. Et surtout, il y a eu le retour de l'inflation. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inflation, c'est un bénéfice pour le distributeur. Oui. Voilà, parce que le distributeur, il profite de l'inflation et Rexel singulièrement profite de l'environnement de rareté parce qu'ils ont su aider leurs clients à passer justement ces crises d'approvisionnement en leur proposant des produits alternatifs, etc. Donc ils ont vraiment bien joué. Et le retour de l'inflation, alors cette année, l'effet prix, il est exceptionnel, mais on peut penser que le retour de l'inflation, c'est aussi un facteur de soutien pour l'avenir de Rexel. Donc voilà. Donc c'est une valeur que vous avez aujourd'hui en portefeuille. Donc c'est une valeur que nous avons aujourd'hui en portefeuille, sans oublier qu'on n'est pas immune au cycle. Oui. Et donc, qui dit cycle, dit volatilité peut-être un peu plus importante pour ce type de valeur. Voilà, donc il faut pouvoir supporter la volatilité. Merci beaucoup, Elisabeth. Elisabeth de Saint-Léger qui était avec nous pour décrypter et analyser le cas de Rexel, gérante chez Clartan. Les équipes de Clartan Associés sont avec nous chaque premier vendredi du mois à 17h45 pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.